Bien, bon, on va démarrer. Merci à tous d'être là. Je vais me mettre plutôt ici par rapport à l'enceinte. C'est jamais très agréable d'avoir un retour de son, ni pour vous ni pour moi. Donc merci, merci de votre présence. Merci à vous aussi. Vous allez vous êtes deux personnes, mais pour trois sociétés, hein, c'est ça. Donc il y en a une qui n'a pas pu venir. C'est pas grave, vous allez la présenter. Donc les sociétés IVC in Practice, SpiderNet et PSC Ingénierie, donc qui ont, on va dire, sont partenaires afin de développer une solution et puis on va dire de la prestation en quelque sorte. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça en matière de réalité virtuelle. Comment cette nouvelle technologie qui finalement est extrait du loisir et des jeux vidéo, comment elle a su mûrir et s'imprégner et imprégner plutôt le tissu industriel avec des applications très concrètes en production mais aussi en maintenance pour des sujets divers et variés comme la formation mais également la sécurité avec la consignation notamment des énergies ou des machines. Donc vous allez nous expliquer tout ça, vous présenter et puis nous expliquer donc les différentes applications de réalité virtuelle. Oui, bonjour à tous, merci d'être présent. Patrick Grimonpont, je suis ingénieur conseil chez SpiderNet. SpiderNet est une société lyonnaise. On existe depuis une vingtaine d'années. Nous sommes spécialisés dans les solutions de formation digitale. Alors pour un certain nombre de clients, mais notamment pour l'industrie. Effectivement, on vient ici pour présenter une solution de formation digitale qui exploite, on va en parler évidemment un peu plus longuement, la réalité virtuelle et plus généralement la réalité, enfin les solutions immersives pour la formation en industrie. Je vais dire deux mots aussi de PS Ingénierie qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. PS Ingénierie est donc partenaire de ce projet, est un bureau d'études basé à Bourg-en-Bresse, spécialisé en génie électrique, mécanisme, automatisme et robotique, et donc qui intervient sur de la conception de machines spéciales, modernisation et aussi beaucoup sur la mise en conformité de machines, ce qui nous amène directement au sujet de la consignation dont on va parler, alors notamment avec ICV. Bonjour, Christian Floyson, je suis un des fondateurs d'ICV. Nous, on accompagne les entreprises sur, alors c'est de la formation, mais aussi du conseil sur tout ce qui est méthodologie industrielle. Donc entre autres la consignation des énergies. Alors on verra un exemple avec la partie électrique, mais bien sûr il y a toutes les autres énergies qui sont importantes, mais aussi tout ce qui va être analyse de risque, résolution de problèmes, Six Sigma pour suivre du process. Et en fait on a fait un partenariat entre trois entreprises où en fait on a pris ce qu'on savait bien faire dans chacun des domaines pour montrer qu'effectivement la réalité virtuelle c'est un outil extrêmement intéressant pour aller donner un enseignement, passer un enseignement sur l'exemple là c'est la consignation. Je rends la main à Patrick pour la suite de la présentation. Merci. Alors, on va parler, la réalité virtuelle en industrie n'est plus quelque chose de nouveau en soi, hein, puisque vous en avez tous entendu parler, certainement, avec un certain nombre d'applications, notamment depuis 4 ans, depuis 2016. Ce qu'on va évoquer plus spécifiquement aujourd'hui, c'est le potentiel qu'il y a sur la capacité à se former sur des équipements spécifiques avec beaucoup de productivité et de créativité possible avec des nouveaux outils, notamment via des diffusions sur le web. Donc on est sur des logiques de démocratisation et de massification aussi de la réalité virtuelle sur de l'équipement spécifique. On va y revenir plus précisément. Alors je vais juste faire un petit focus sur les typologies d'expériences de réalité virtuelle selon les sources médias. Vous avez en colonne de gauche la capacité de vous mettre dans des panoramas 360 qui sont liés au point de capture. On pourrait prendre une photo ici de cet environnement, vous êtes lié au point de capture, que ce soit en photo ou en vidéo, et donc vous ne pouvez pas vous déplacer dans la scène, vous allez être lié au point de capture et vous êtes au milieu d'une scène qu'on va pouvoir enrichir. Ça vous donne possibilité de faire du panorama en photo 360 ou en vidéo 360, le cas échéant aussi avec du son. Mais vous pouvez aussi être dans un rendu photo ou vidéo à partir d'une source issue d'un logiciel de CAO comme SolidWorks et vous créez un fond photo et donc là vous êtes toujours lié au point de capture. Alors pour être illustratif, typiquement une expérience
photo 360. Vous êtes donc là, on est pas sur un sujet industriel en soi, mais j'allais dire peu importe, une expérience faite pour la formation des personnels navigants à l'entrée d'un Airbus A320. Et vous avez possibilité d'identifier un certain nombre de médias dans une scène. Alors là, j'ai la vidéo qui est déjà lancée. Mais ça vous permet donc de contextualiser un certain nombre d'informations dans une scène et de relier le point d'intérêt avec le sujet qu'il faut apprendre. Voilà, ici, vous avez une photo de l'équipement et donc le personnel peut effectivement faire un lien entre son environnement et l'objet en tant que tel. On montrait aussi ces jours-ci, là ces temps-ci sur le salon, d'autres types d'expériences. On est toujours sur la photo 360 mais issue de 3D. Vous êtes dans des panoramas. Là on est plutôt sur un enjeu d'ailleurs de marketing, mais de capacité de donner de l'information sur un traité 3D avec une mise en valeur de la technologie. Voilà. Donc là vous êtes bien lié au point de capture. Vous pouvez vous déplacer d'une scène à l'autre, mais vous ne pouvez pas, vous êtes dans la scène, d'accord ? Vous ne pouvez pas aller où vous voulez dans la scène. Là, on va voir une autre typologie d'expérience. Je vais repasser en panorama. Voilà. Colonne de droite, vous avez des expériences cette fois-ci 3D. Vous allez créer des univers 3D. Soit en infographie, donc vous créez complètement ces univers. Soit, c'est une deuxième option, par scan 3D. Vous pouvez capturer un environnement et par scan en recréer un environnement 3D, ou encore utiliser des objets 3D, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, qui sont nativement issus d'objets CAO, et notamment SolidWorks, mais d'autres encore. Et ces objets issus de CAO, vous n'aurez pas à les recréer, vous allez utiliser vos modèles numériques pour les mettre en réalité virtuelle, et vous aurez tout le bénéfice d'avoir les modèles spécifiques de vos machines ou de vos équipements qui vont être mis dans la scène. L'avantage de la 3D, je vais te laisser la main, l'avantage de la 3D, c'est que vous pouvez vous déplacer librement dans la scène, ce qu'on va voir tout de suite. Quand on parlait un petit peu d'innovation sur le sujet, c'est qu'effectivement, vous avez vos équipements qui peuvent être modélisés avec du SolidWorks ou du CATIA, peu importe le système. Et c'est la capacité à récupérer les bibliothèques, à les alléger un petit peu, mais à pouvoir retravailler dessus. Ça veut dire que derrière, je veux faire une formation sur de la maintenance, par exemple, sur, je sais pas, des gestes techniques. Eh bien, je suis capable de réutiliser les objets qui sont issus de la conception de ma machine pour pouvoir générer cette formation. Si je veux au contraire rajouter des éléments, on va parler de la consignation par exemple, eh bien les gestes que je vais faire, les outils que je vais apporter, ça va être un cadenas, un blocage de sectionneur, peu importe, eh bien je peux les réinsérer en tant qu'objet supplémentaire dans mon modèle. Je n'ai pas à redesigner tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est un des avantages. Et derrière, effectivement, ce qu'on voit là-dedans, c'est que la réalité augmentée, elle nous permet de changer l'expérience qu'on va avoir. On va être vraiment immergé dans la scène. Je voulais parler un petit peu de l'accessibilité de la réalité virtuelle. Une des principales questions qu'on a encore aujourd'hui, c'est le coût de telle solution. Il y a beaucoup de choses extrêmement spectaculaires qui se déroulent dans la réalité virtuelle, notamment au travers de simulateurs très élaborés, mais qui jusqu'ici ont nécessité beaucoup de puissance de calcul et des ressources informatiques dédiées, des ordinateurs puissants liés au web. Enfin, vous êtes lié à votre support de diffusion. Ce qui change beaucoup, c'est que, alors déjà, la réalité virtuelle est aujourd'hui connue de tous. Ce n'est pas du tout un détail, puisqu'il y a encore 4 ans, et Sébastien qui est ici aussi pourrait en témoigner, on en parlait tout à l'heure à table. Il y a 4 ans, les gens vous regardaient comme ça, c'est quoi la réalité virtuelle? Aujourd'hui, les gens sont plus familiarisés avec ça. Donc ça enlève aussi un certain nombre de freins psychologiques qu'il pouvait y avoir à l'origine. Ils ont relativement disparu. Et puis, on est capable, au travers d'outils, alors nous, on est éditeur d'une solution qui s'appelle Sphere, qui est un logiciel qui permet de créer des expériences de réalité virtuelle que vous pouvez créer en toute autonomie, on va y revenir, et vous avez une diffusion possible 100% web. C'est-à-dire que vous allez générer un lien, ce qu'on appelle une URL, un lien, et vous allez simplement, comme vous lanceriez n'importe quel média sur le web, vous allez mettre ce lien dans un navigateur et vous lancerez votre expérience sur le web. Donc ça vous permet de diffuser ce type d'expérience
sur PC, sur tablette, sur smartphone ou dans un casque de VR sans aucune différence. Donc ça permet réellement de casser, d'enlever la problématique de la diffusion, le web étant évidemment un média universel. Sur le matériel proprement dit, là aussi les choses ont beaucoup évolué. Un casque de VR de bonne qualité, je pense ici, alors là j'ai un Go, mais Sébastien a peut-être un Quest. Un très bon matériel comme l'Oculus Quest aujourd'hui, ça c'est 450 €. Donc on n'est pas sur des budgets de fou. Un Go qui a une génération un peu antérieure comme j'ai ici, on est sur du 250 €. Alors il y a toujours une adéquation entre le matériel et ce qu'on veut faire, puisqu'évidemment le Quest est beaucoup plus puissant, mais on n'est absolument pas sur des dispositifs inabordables. Et sur la partie accessibilité, il y a la création elle-même de l'expérience. C'est là où nous, SpeederNet, on intervient comme des démocratiseurs de la réalité virtuelle. Donc on a un logiciel qui vous permet de créer des expériences. Alors nous, on l'utilise en tant que studio aussi pour créer des expériences, bien entendu. Mais si vous souhaitiez créer vous-même vos expériences, moyennant un coût de licence annuel de 1 700 à 2 500 € par an, vous êtes totalement autonome dans la création de vos expériences. Et vous pouvez les diffuser à nouveau à 10 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes, peu importe, il n'y a pas de coût de diffusion associé. Une caméra 360, pareil, si vous voulez faire des captures, ça va de 400 € à plus ou moins 900 000 €. Et puis, effectivement, on a levé le frein de la programmation informatique puisque les logiciels vous permettent de créer ce type d'expérience. Voilà. Et alors, le sujet du jour, entre guillemets, c'est un des freins en industrie, c'est la capacité à modéliser des équipements industriels pour un prix raisonnable, puisque jusqu'à une époque très récente, il fallait recréer en infographie complètement vos équipements. Nous, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la capacité de prendre des modèles, notamment de SolidWorks, et de les insérer nativement dans l'expérience sans avoir à remodéliser l'équipement. Donc on utilise vraiment la CAO comme une source 3D et on n'a pas besoin de remodéliser l'équipement. Donc vous gagnez énormément de temps et d'argent aussi, clairement, à ne pas avoir à remodéliser l'objet intégralement. Alors voilà, je suis un peu le représentant, le pédagogue de la bande, on va dire, aujourd'hui, mais quels sont, on va s'attarder 2 secondes sur les bénéfices de la réalité virtuelle. Alors on n'est pas à dire que c'est la solution à toutes les problématiques. Néanmoins, ce qu'apporte la réalité virtuelle, c'est son caractère très immersif et la capacité à donner un impact émotionnel. Ce n'est pas du tout négligeable. Je vous ai mis en bas un triangle très classique en pédagogie qui est les canaux d'apprentissage. On peut apprendre de manière auditive par le visuel. Souvent, le plus compliqué sur les apprentissages un peu théoriques, c'est le canal kinesthésique, c'est la capacité à apprendre en faisant et en étant impliqué dans l'expérience. Clairement, la réalité virtuelle, c'est là qu'elle joue son rôle de manière entière. On a une capacité de ressentir et je vous invite à faire l'expérience si vous voulez vous attarder et venir nous voir. Vous verrez que être immergé dans une expérience, c'est complètement différent de... Là, on va vous montrer des choses sur un écran, mais la même expérience a un réel impact. Et donc, on a... alors, c'est assez peu documenté en termes de science aujourd'hui. On a des premières études qui montrent les impacts positifs sur les taux de rétention et de mémorisation de l'information. Mais aussi, alors c'est très intéressant dans un contexte industriel, sur la rapidité d'exécution et sur la capacité à réaliser des étapes correctement, ce qui, alors on va parler de consignation dans un instant, est extrêmement important. C'est pas juste de la mémorisation, c'est vraiment la capacité par la contextualisation et se représenter son environnement à réaliser des tâches de manière plus correcte et plus rapide. En fait, on a créé un démonstrateur donc à 3 sociétés. On a pris l'exemple de la consignation parce que c'est un sujet qui fait toujours du sens et puis surtout qui est important dans la partie industrielle. Hein. On dit qu'effectivement, négliger les règles de consignation, c'est aussi négliger son entourage. Moi, je voulais vous faire quelques petits rappels sur le sujet. C'est ne serait-ce que le nombre d'accidents. Aujourd'hui, on est sur à peu près 10 ans sans aucune baisse en termes de nombre de décès en France sur des problèmes de consignation. Je ne vais pas commenter tous les chiffres qui sont là, mais on est sur des milliers de personnes blessées, une centaine de personnes qui décèdent tous les ans
pour des problèmes liés à la mauvaise consignation, à la non-consignation ou à la mauvaise maîtrise de la consignation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez sûrement vécu ça dans vos entreprises. Une personne qui va se blesser, elle peut être experte dans le geste, hein, dans la pratique. Et puis un jour, ça se passe différemment. Et là, l'accident survient. Pourtant, cette personne, elle était formée, enfin, elle semblait être formée, elle était experte, sauf qu'elle n'avait plus conscience de ce que pouvait être le danger. Un des apports de la réalité virtuelle, c'est qu'en immergeant la personne à travers un casque, hein, on la plonge dans un environnement, elle va voir effectivement sa machine, et ainsi de suite, mais surtout on peut aller jusqu'à, par exemple, je vais prendre un exemple concret, un arc électrique. On a tous vu des vidéos où on nous montre ce que génère un arc électrique sur un tableau électrique avec un mannequin, comment il est projeté et autres. C'est bien, on l'a vu. Quand vous êtes avec un casque et que vous êtes immergé dans cette expérience et que vous avez ce même phénomène qui se produit avec l'image et le son, je défie quiconque de ne pas faire un bond de 2 mètres en arrière en vivant ça dans un casque. Et là, on arrive à toucher du doigt un certain nombre de sujets et donc à faire prendre conscience aux personnes que l'accident, ce n'est pas les autres, c'est tout le monde. Et même si on a été formé, on a à faire attention et à intégrer en fait l'objet de la formation. Et puis aussi, il y a un autre point qui est important, c'est la responsabilité des encadrants, des dirigeants dans les problèmes de consignation. On a un certain nombre d'exemples, alors là c'est pareil, il y en a quelques-uns, sur des condamnations. Aujourd'hui, on a des condamnations qui vont jusqu'à du pénal vis-à-vis des chefs d'entreprise ou des dirigeants. L'exemple, si on prend Crystal Union, ça a fait la une il n'y a pas très longtemps. Aussi bien le sous-traitant que le donneur d'ordre ont été condamnés, donc 6 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende en personnel sur les dirigeants. Il y a eu 2 décès malheureusement. Donc on commence à avoir effectivement une prise de conscience sur si on veut changer, si on veut réduire ce nombre d'accidents, d'invalidité, de décès, eh bien il faut aussi toucher les personnes. Toucher les personnes, c'est aussi les responsables. Quand vous êtes dirigeant, encadrant dans une entreprise, eh bien vos subordonnés, vos employés, vous avez cette responsabilité-là aussi. Si vous êtes en défaut sur les moyens mis en œuvre, sur la formation que vous avez pu apporter, sur l'information, ça veut dire que vous avez votre part de responsabilité. Donc on a quelques exemples là-dessus. Sur la CARSAT publie assez régulièrement des cas sur les différentes scènes qui ont pu se passer. Vous en avez dans toutes les régions. Il suffit de vous connecter sur le site de la CARSAT, vous avez des bulletins d'alerte. Vous vous rendrez compte que ça ne vous est peut-être pas arrivé, mais ça arrive autour de vous très fréquemment. Alors, on va vous montrer justement ce démonstrateur sur la réalité virtuelle avec de la consignation. Là, on ne va pas générer un arc électrique et un accident, mais juste comment on peut s'immerger dans cette expérience. Je vais rebasculer sur le lien. Je m'y attendais. Alors l'enjeu ici a été de proposer de rentrer dans une procédure de consignation dans un environnement 3D et avec... alors je vais aller tout de suite sur un peu la technique, mais bon, je passe un peu vite. Ici, vous êtes dans un environnement 3D, donc c'est ce que j'évoquais, vous vous déplacez librement dans la scène. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on avait la problématique dans une scène photo, vidéo 360, vous étiez lié au point de capture. Là, vous êtes sur un rendu avec une machine qui est directement issue d'un modèle SolidWorks. Voilà. Donc, c'est une scieuse qui est en fonction, qui a été en l'occurrence modernisée par PS Ingénierie pour des raisons de sécurité, mise en conformité machine. Et donc là, on a un modèle qui n'a pas été retravaillé par nous, hein, il est directement importé de SolidWorks, avec simplement un allègement de certain nombre de fonctions non nécessaires à des fins de formation. Et on a donc bel et bien une machine spécifique. Je veux vraiment insister sur ce point parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas juste de former à la consignation en tant que sujet, puisqu'on aurait pu produire une ressource générique. Ce qui nous intéresse, c'est de former à la consignation de cette machine-là et pas d'une autre. Et de pouvoir le faire avec une assez grande flexibilité, puisqu'on n'a pas besoin à nouveau de recréer la ressource 3D de la machine. Donc après, on suit un déroulé. Alors,
Là, pour le coup, c'est un déroulé pédagogique assez simple, mais qui vise à suivre les étapes de consignation de la machine en agissant sur les sectionneurs, de vérifier. Alors, ça t'aurais pu le commenter, toi, ici, Christian, mais... Oui, en fait, on a synthétisé, il y a une photo et on a une procédure de consignation d'équipement. Et en fait, on a reproduit les différentes étapes pour le geste technique de ce qu'il fallait faire. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, la personne a un extract de l'instruction et derrière, elle doit effectivement aller agir sur le bon équipement, sur le bon élément de l'équipement pour suivre la procédure. Ce qu'a dit Patrick, hein, c'est important, c'est que c'est votre équipement, c'est un équipement de production réel. Demain, vous le faites sur une machine qui est, je ne sais pas, une emballeuse, un palettiseur, un tour numérique, peu importe. À partir du moment où vous avez les éléments issus de SolidWorks, de CATIA ou autre, l'intégration est extrêmement rapide. Et là, on a fait de l'ajout de contenu avec de la procédure. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est que ces éléments-là, si vous avez un logiciel type MES pour piloter, je ne sais pas, une unité de fabrication, vous avez peut-être un logiciel de GMAO, et bien derrière, de gestion de maintenance assistée par ordinateur, et bien derrière, une procédure, une gamme de maintenance ou une gamme pour faire la consignation, elle peut être extraite et intégrée. S'il y a une interaction entre un logiciel, un équipement pour exécuter une procédure, eh bien ça s'intègre aussi de la même manière, sans avoir à remodéliser et à passer beaucoup de temps, d'énergie et effectivement d'argent sur ce sujet. Alors, il y a un certain nombre d'animations possibles. Un des bénéfices aussi, c'est qu'on peut nativement reprendre des études cinématiques, des études de mouvement de SolidWorks et les réutiliser en tant que telles dans l'expérience. C'est quelque chose que je veux juste évoquer. Il est tout à fait possible que dans vos équipements, vous ayez déjà produit un certain nombre d'études cinématiques qui peuvent être utiles pour l'animation de la scène. On va pouvoir les récupérer là aussi sans avoir besoin de les recréer. Donc tout ça, c'est du temps gagné sur l'infographie et sur l'animation. Et donc, bien entendu, une certaine productivité et une certaine liberté de création de l'expérience. Alors, on évoquait un tout petit peu comment ça se passe. Je vais aller un tout petit peu plus loin pour illustrer les étapes de réalisation de ce type d'expérience. Donc on a un certain nombre de données d'entrée, on a des éléments techniques 3D, bien entendu sous forme d'éléments CAO, hein, c'est ce que j'évoquais. Donc au format natif SolidWorks, en l'occurrence pour ce type de scène, et puis un élément de type procédure. Là c'est une procédure de consignation, ça aurait pu être une autre procédure. En étape 2, il va y avoir on est dans du média, hein, donc on va storyboarder, on va créer un scénario de l'expérience de VR pour décider ce qu'on va vouloir faire. Et puis on va, alors je l'évoquais, optimiser un petit peu le modèle SolidWorks pour enlever ce qui ne sert à rien, pour alléger le modèle. On va possiblement, si les éléments 3D ne sont pas disponibles, avoir une création de quelques éléments 3D. Là en l'occurrence l'atelier est existant, donc il pourrait être disponible pour un acteur qui souhaite le reprendre. Et si les éléments 2D sont spécifiques, il peut y avoir quelques éléments 2D à recréer pour enrichir la scène. Une étape suivante, alors là on est passé par SolidWorks Visualize. L'intérêt, alors je ne sais pas qui est familier de Visualize ici. Alors Visualize fait partie de la gamme de SolidWorks. On est sur un outil de visualisation, comme son nom l'indique, et d'animation d'éléments 3D issus de CAO. On va utiliser typiquement ce type d'outil pour améliorer la texturation et réaliser des animations dans Visualize. Ça nous permet ensuite, avant-dernière étape, d'intégrer tous les éléments dans notre logiciel et sur la base de la scénarisation, de réaliser la scène en elle-même qui n'a plus qu'à être testée et déployée, je le redis, sur le web. Ce que je vous ai montré là, je dois le redire, mais c'est un lien que vous pourriez lancer sur n'importe quel navigateur et sur n'importe quel type de device, comme on dit en anglais. Pardon ? Oui, alors, oui, c'est ce qu'on disait. Hein, ce lien web, c'est effectivement ce que vous allez lancer dans le casque. Vous avez dans le casque de VR un navigateur et vous allez connecter au web ou un petit serveur local et vous allez lancer ce lien et ça sera parfaitement opérationnel dans le casque. Alors, c'était un démonstrateur, on en a encore un peu de travail qu'on souhaite faire sur l'expérience utilisateur. On va travailler à enrichir visuellement l'expérience. Encore, on a
D'ailleurs, je vous montrerai si certains sont curieux. On a fait un travail sur les textures encore optimisées, une navigation encore optimisée. Donc ça, c'est pour améliorer l'expérience. Et puis, ce qu'on va souhaiter faire, c'est au travers de cette expérience, enrichir l'expérience pour être en mesure de réaliser, de faire un test de validation à la consignation. L'objectif n'est pas juste de montrer ce qui se passe, mais que l'apprenant soit en capacité de réaliser dans l'expérience des tâches pour être habilité à la fin. L'idée, c'est de valider le geste technique, en fait. C'est que la personne qui va faire une consignation sur un équipement spécifique, elle va l'apprendre. Donc, on va valider sa connaissance. Donc, au départ, elle est guidée. Après, elle est plus guidée. Elle a la procédure qui est affichée. Elle a à suivre la procédure. Et on peut aller, effectivement, comme je le disais au début, jusqu'à générer, par exemple, un arc électrique sur une erreur. Elle n'a pas fait de test d'énergie zéro, par exemple, sur le système. Eh bien, en fait, il y avait de l'énergie résiduelle. Et je ne sais pas, ça va être un arc électrique, ça va être un vérin qui va lâcher, peu importe. Mais en tout cas, faire ressentir, donc toucher l'émotion pour que la personne comprenne l'importance de faire telle ou telle chose. Une dernière optimisation logicielle, alors qui ne dépend pas des trois partenaires ici aujourd'hui, mais bien de Dassault Systèmes et donc de SolidWorks. Le logiciel Visualize, qui est important, qu'on a dit dans l'optimisation visuelle, doit évoluer d'ici mi-2020 sur sa compatibilité avec un format particulier qui est le format GLTF. Le format GLTF, c'est le format 3D du web. Si vous connaissez le format JPEG, ben c'est un peu le JPEG de la 3D. Voilà, donc là, on est un peu en avance de phase, j'allais dire aussi, même par rapport à ces outils-là. Des acteurs comme Dassault doivent aujourd'hui rendre leurs outils compatibles avec les formats 3D du web. Et c'est des choses qui arrivent maintenant à très court terme. Là, aujourd'hui, on triche, nous, un peu avec le code pour être compatible, ça marche. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces outils-là soient nativement compatibles pour qu'on puisse les réaliser sans aucune difficulté technique, si ça arrivera très vite. Alors, sur la conclusion, je parlais de démocratisation, je le redis, c'est important. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses très spectaculaires qui se déroulent. Notre propos ici, c'est de rendre la VR accessible à tous, et accessible dans le sens de la formation à des équipements spécifiques. On est aujourd'hui sur une optimisation des coûts avec un maximum, on évite au maximum de remodéliser des choses qui n'ont plus besoin d'être remodélisées, d'optimiser les délais. Vous êtes tous très pris, très chargés, donc c'est important qu'on puisse être efficace. La capacité de diffuser des objets ou des expériences en format web sans installer d'applications tierces, sur tout type de matériel, PC, smartphone, tablette et casque de VR. Ce qui est très important à nouveau, ce n'est pas notre travail, mais le marché a fait, les fournisseurs d'équipements informatiques ont fait ce travail de rendre les matériels et les logiciels accessibles à tous, même si nous-mêmes on est producteurs d'un logiciel, mais voilà, rien aujourd'hui n'est inabordable. On a aujourd'hui des sociétés, des TPE de 10 personnes qui nous sollicitent pour faire ce type d'expérience. Et même des consultants qui peuvent, moyennant un budget de 5 000 €, se lancer dans la réalisation de ce type d'expérience. Donc on n'est pas du tout sur des choses stratosphériques. Et effectivement, la capacité à créer aisément des formations efficaces et engageantes à des installations et matériels spécifiques. Voilà, et sur les champs d'application, tu auras ton avis aussi, mais... Un champ d'application dans l'industrie, vous le connaissez, c'est chaque fois qu'on a un geste, que ce soit pour un opérateur, un technicien, un régleur, peu importe, on peut en fait modéliser cette expérience-là. Ce qu'on peut aussi, c'est apprendre de la personne. Vous avez un expert technique, on va capturer son expertise et être capable de la scénariser, de la reproduire dans de la réalité virtuelle. À un coût maîtrisé, c'est aussi ça qui est important. Oui, alors nous, je vous montrais tout à l'heure, on a des champs qu'on investit fortement sur le marketing industriel et en advanced manufacturing, en tout cas en méthode. On a un certain nombre d'acteurs de bureaux d'études méthode qui viennent nous voir en souhaitant utiliser ce type d'outils pour valider de la conception en amont, puisqu'effectivement vous pouvez insérer des machines dans un environnement industriel et vous rendre compte d'un certain nombre de choses, les proportions, l'installation des machines dans l'environnement existant, la recherche de conflits éventuellement.
J'ai peut y avoir des zones qui posent des problèmes. Donc, vous pouvez très facilement mettre des machines dans un environnement industriel et vous immerger dans cet environnement qui potentiellement n'existe pas et en faire une pré-validation ou essayer de détecter ce qui se passe dans cet environnement. Ça peut être aussi un outil de la décision si vous avez besoin de vendre un objet, enfin un projet de réalisation. Vous pourriez, alors que le projet n'existe pas, proposer à un investisseur, un décideur, un client, que sais-je encore, de rentrer dans l'expérience et qu'il puisse être convaincu du projet. Voilà. Ou en tout cas voir ce qui peut être à travailler. Donc en termes de déploiement, le Panorama 360, je l'évoquais, c'est aujourd'hui clairement du disponible immédiat, puisqu'on a nous déjà réalisé ce type d'expérience. Et comme je le disais, moyennant les petites évolutions qu'on évoquait notamment sur l'évolution du GLTF, à mi-2020, on est sur du déploiement facile à grande échelle, donc on est vraiment sur des échéances à très très court terme. Ce qui conclut l'exposé. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette présentation. On a parlé donc d'applications. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on forme quelqu'un qui n'a jamais touché à la réalité virtuelle? Ça prend combien de temps? Alors tout va dépendre de votre ambition. Là, c'est clairement, est-ce que vous souhaitez former et habiliter complètement une personne, enfin passer jusqu'à l'habilitation, ou est-ce que vous souhaitez avoir plus une approche de découverte d'un sujet? Donc là, la question est un peu... commencer par une question qui est un peu tricky, j'allais dire, parce qu'on peut effectivement former... Alors une expérience de réalité virtuelle, nous on va considérer que le temps d'exposition raisonnable, c'est de l'ordre de 10 à 20 minutes maximum. Après, il peut y avoir une certaine fatigue, il faut sortir de l'univers. Donc, on a plutôt un temps de rentrer dans l'expérience et par incrément aussi d'être capable d'apprendre un certain nombre de sujets. Mais sur un sujet comme la consignation, on peut rentrer... Vas-y, moi je te laisse... Ouais, une fois de plus, ce qui est intéressant, si on reste sur le sujet de consignation, former quelqu'un à de la consignation, je sais pas, électrique, il y a un certain nombre, il y a des règles à respecter, il y a des normes, il y a un certain nombre de choses. Ça va passer par l'enseignement assez classique. Par contre, sur certains gestes techniques, sur la validation d'acquis, là, on est capable d'immerger la personne et d'augmenter, vous l'avez vu les chiffres, la capacité d'apprentissage de la personne. Deux, d'être capable de valider en fait son geste, son acquis. C'est qu'à un moment donné, si elle ne veut, je ne sais pas, si elle doit couper tel sectionneur par exemple, eh bien si elle ne va pas le couper avec son geste, on le couple avec, il y a une manette, ça peut être un gant aussi, eh bien, si elle ne le fait pas, il ne se passe rien de plus. L'erreur est commise, en tout cas l'apprentissage est partiel. Donc ça peut aller assez vite. Mais comme le dit Patrick, on est sur du 10-20 minutes maximum. Travailler en réalité virtuelle avec un casque pendant 4, 5, 6 heures, aujourd'hui c'est un peu utopique. Et donc, juste pour compléter, ça nous amène à une question de qu'est-ce que vous faites de cette modalité finalement, hein, c'est ce qu'on dit, puisqu'on a ça. On n'est pas aujourd'hui à dire que tout le monde a ça chez lui et qu'on va se former à distance. Donc on est plutôt sur des cas, quand on parle de formation, de ce qu'on appelle le présentiel augmenté. Vous allez classiquement avoir un formateur qui va utiliser cette ressource. Vous pouvez diffuser cette ressource dans un casque et en même temps montrer aux apprenants ce qui se passe pour l'apprenant pendant qu'il fait cette expérience. Et c'est l'objet d'être immergé, mais possiblement de débriefer avec un groupe, de partager une expérience dans le cadre d'une formation en salle. On va rarement aujourd'hui dire allez, vas-y, prends le casque et puis forme-toi. Ce n'est pas vraiment le cas d'application. Le deuxième intérêt, c'est qu'une fois que votre module est créé et existe, il sert pour faire de la formation, mais il sert aussi pour faire de la reformation. D'accord, moi, j'ai un geste technique qui est complexe. J'ai été formé, j'ai été habilité, et puis je ne l'ai pas pratiqué pendant 6 mois, 1 an et demi. Et là, j'ai l'opération à refaire. Je n'ai pas d'expérience dessus. Eh bien, c'est très simple de reprendre juste cette séquence-là technique qui est complexe, de la revivre 1 fois, 2 fois, 3 fois, et d'être capable d'opérer le geste de manière correcte. Donc il y a le deuxième étage de la fusée, c'est la réutilisation simple. Il suffit d'avoir un casque, soit une connexion Internet, soit un petit boîtier avec la partie qui est stockée dessus. Et je veux dire, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez y avoir accès. Que ce soit sur un bateau au milieu du Pacifique ou dans une usine à Grenoble.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Finalement, c'est pris comment par les entreprises? C'est un peu nouveau, certaines sont un peu réticentes. Quels sont les freins au déploiement de cette technologie? Bon, on parle beaucoup d'argent quand même, il faut être honnête. C'est toujours le nerf de la guerre. Les freins, c'est le temps que les gens veulent consacrer ou ont envie de consacrer au projet, comme toujours, et puis l'argent. Donc c'est pour ça, nous aussi, on insiste pour dire on n'est pas du tout sur des projets lourds. On invite beaucoup les gens à dire, étant donné les budgets d'investissement qui sont assez minimes, lancez-vous, faites une expérience, faites tout de suite quelque chose de très concret qui va apporter quelque chose. Et là, on va pouvoir se lancer. Donc on a des gens très enthousiastes, on a des gens un peu plus prudents, on a un peu toutes les typologies, hein, ça dépend de vos cultures aussi. Mais globalement, on a là beaucoup de gens qui sont en recherche de ce type de solution. Je dirais on a vu une très forte évolution au cours même des 6 derniers mois. Là, il y a une forte appétence pour aller sur ce type de sujet et commencer à tester des choses. Et on ne vous dit pas que c'est la solution à tout, mais on dit lancez-vous et vous verrez des bénéfices et travaillons ensemble pour voir ce qu'on peut faire de ce type de solution. Il faut tenter des choses. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit. Comme vous l'avez dit en introduction, quand on parle VR, on pense au jeu, à un univers ludique, qui n'est pas trop un univers professionnel, industriel. Ça aussi, ça a été un frein. C'est quelque chose qui, effectivement, comme le dit Patrick, est en train de bouger depuis pas très très longtemps, mais on commence à intégrer le fait que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qu'en fait, on a des outils techniques qui peuvent nous permettre d'aller un petit peu plus loin, de dépasser les limites que l'on avait. On va être sur une forme d'innovation de rupture, on va aller plus loin. Mais il reste encore, c'est un peu cette image de PlayStation, jeu et ainsi de suite. Bonjour, quel lien vous envisagez avec les outils de gestion de maintenance? Alors ça, c'est une très très bonne question. Le lien avec les outils de maintenance, quand vous avez effectivement un outil de GMAO, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, eh bien vous avez votre gamme de maintenance qui est décrite avec votre séquence, peut-être avec des points de contrôle, un double contrôle sur un élément particulier, eh bien de pouvoir réassurer la personne sur, eh bien à ce moment-là, je dois vérifier que, je ne sais pas, j'ai tel ou tel phénomène, elle peut enclencher en fait la séquence qui va durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, soit sur sa tablette de manière très simple, elle revisionne la séquence, d'accord, en interagissant. C'est pas un film qui est déroulé, c'est la personne qui va aller pointer là où il faut, voir avec un casque, et l'intégrer dedans. Si on veut aussi valider des opérateurs, habiliter des opérateurs, des techniciens en maintenance sur certains types de maintenance, eh bien, ce qui peut être fait aussi de manière simple, c'est qu'effectivement, quand elle va lancer la maintenance, soit elle est habilitée, elle peut la faire, donc elle peut dérouler la séquence, la gamme, soit elle n'est pas habilitée, et selon le niveau, elle peut très rapidement s'entraîner sur le geste pendant 10 minutes, une demi-heure, et être capable, dans l'heure qui suit, d'exécuter l'opération. Ça, on peut l'intégrer. Comme disait Patrick, on a une URL qui va nous pointer sur l'objet. Vous êtes dans, une fois de plus, je ne vais pas citer le nom de logiciel, vous êtes dedans, vous cliquez dessus, vous débranchez sur la séquence, vous validez, on s'est renvoyé au logiciel une information qui va faire autoriser, pas autoriser, passer avec succès, et ainsi de suite. Deux choses ici. Alors c'est un peu tôt, mais on est sur des discussions préalables avec des acteurs qui ont justement ce type d'outils, donc avec une discussion via les technologies du web de récupérer ce type d'informations. Et deux, j'ai envie de vous dire, chiche, venez nous voir, parce qu'on est sur des technos web. Et aujourd'hui, le champ de développement est relativement facile, puisqu'on est sur du web. C'est extrêmement facile d'aller appeler de l'information et de créer des ponts entre des plateformes et ce type de solution. Voilà, donc c'est un champ d'exploration pour nous, pour faire des liens typiquement avec ce genre d'outils. D'autres questions? Très bien. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à rencontrer ces deux intervenants de qualité. Et voilà. Donc, nous allons laisser la place maintenant. Une conférence qui démarre dans une petite vingtaine de minutes, hein, avec SPIE, Industrie et Tertiaire, qui va nous parler de mise en application concrète de la Smart Industry. Comment ce spécialiste de la maintenance conçoit à sa vision donc, de l'industrie du futur. À tout de suite.